Le soleil était bas et impitoyable au-dessus de la prairie infinie, peignant tout dans des tons dorés et rouilles. Les pieds nus de Sarah saignaient sur la terre rugueuse, laissant des gouttes cramoisies sur les tiges jaunies de l'herbe de la prairie. Sa robe, autrefois couleur crème fraîche, pendait désormais en lambeaux autour de ses jambes meurtries. Elle courait depuis avant l'aube, alors que la maisonnée dormait encore, et que les ronflements de son père faisaient trembler les minces murs de leur cabane. Derrière elle se trouvait la ville de Redemption Creek, un nom qui se moquait de tout ce qu'il représentait. Il n'y avait aucune rédemption dans ces rues poussiéreuses, aucun salut dans l'église où le pasteur parlait d'obéissance tandis que ses yeux vagabondaient là où ils n'auraient pas dû. Son père l'avait promise au forgeron, un homme dont les poings étaient aussi durs que le fer qu'il façonnait, dont l'haleine sentait le whisky et dont le tempérament s'enflammait plus vite que le feu de la forge. Le mariage devait avoir lieu demain ou aujourd'hui. Elle avait perdu la notion du temps dans sa fuite désespérée. Sarah continua d'avancer, même si ses jambes tremblaient et que sa gorge brûlait de soif. Le territoire du Nebraska s'étendait devant elle, vaste et impitoyable. Des faucons tournaient au-dessus de sa tête, leurs ombres dansant sur l'herbe ondulante. Elle connaissait les dangers, les loups, les serpents à sonnette, le soleil brûlant qui pouvait tuer aussi sûrement qu'une balle. Mais cela semblait être un sort bienveillant comparé à ce qui l'attendait en ville. Le vent se leva, apportant avec lui l'odeur de la sauge et autre chose, la sueur des chevaux et le cuir. Le cœur de Sarah se serra. Il l'avait déjà trouvé. Elle trébucha, tombant à genoux dans l'herbe rude, et regarda frénétiquement derrière elle. Mais l'horizon restait vide, juste une ligne scintillante où la terre rencontrait le ciel. Puis elle l'entendit, le rythme régulier des sabots, venant non pas de derrière, mais du nord. Un cavalier solitaire franchit la crête de la colline, se découpant contre le soleil de l'après-midi. Sarah retint son souffle. Le cavalier était assis droit et fier, ne faisant qu'un avec son cheval, comme quelqu'un qui avait passé toute sa vie en selle. Alors qu'il se rapprochait, elle vit ses longs cheveux noirs flottant au vent, sa chemise en cuir décoré, ses épaules fières, un grand guerrier. Sarah avait entendu des histoires en ville, des récits terribles de raids et de scalping, de femmes blanches emportées pour ne plus jamais être revues. Les habitants de la ville parlaient des Indiens comme ils auraient parlé de démons, de créatures sans âme ni pitié. Mais alors que le cavalier s'approchait, quelque chose dans son attitude la poussa à rester immobile plutôt que de s'enfuir. Peut-être était-ce la fatigue, ou peut-être un instinct plus profond que la peur. Le cheval du guerrier était une jument pie, avec des taches brunes et blanches qui brillaient de bonne santé. Il s'arrêta à environ 6 mètres d'elle et l'étudia de ses yeux sombres et impénétrables comme des eaux profondes. Sarah s'attendait à ce qu'il attrape le fusil en bandoulière ou le couteau à sa ceinture. Au lieu de cela, il leva lentement d'une main, paume vers l'extérieur, signe universel d'intention pacifique. « Vous êtes blessé », dit-il en anglais, d'une voix grave et posée. Ces mots ne trahissaient qu'un léger accent. Sarah essaya de parler, mais seul un croassement sortit de sa gorge desséchée. Elle vacilla là où elle était agenouillée, des taches noires dansant à la périphérie de son champ de vision. Le guerrier descendit de cheval d'un mouvement fluide. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, mince mais puissant, se déplaçant avec la grâce contrôlée d'un félin des montagnes. Il sortit une gourde de sa sacoche. Il s'approcha lentement, comme on s'approcherait d'un cerf blessé, et la lui tendit. Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle la prit. L'eau était tiède mais propre, et elle but goulûment jusqu'à ce qu'il la lui retire doucement. « Doucement », l'avertit-il. « Trop d'eau te rendra malade. » De près, elle vit qu'il était plus jeune qu'elle ne l'avait d'abord pensé, peut-être 30 ans, avec des pommettes salientes et une mâchoire forte. Une fine cicatrice s'étendait de son sourcil gauche à la racine de ses cheveux. Elle remarqua que ses yeux ne reflétaient pas la cruauté qu'elle avait l'habitude de voir sur les visages des hommes. Il y avait certes de la lassitude, mais aussi autre chose. Une sorte d'évaluation grave, comme s'il lisait l'histoire écrite dans sa robe déchirée et ses pieds ensanglantés. « S'il vous plaît, parvint enfin à murmurer Sarah. « Je ne peux pas y retourner. Je ne peux pas. » Il l'étudia longuement. Puis il regarda dans la direction d'où elle venait, son expression se durcissant légèrement. Les hommes suivent. Elle acquiesça,
de nouvelles larmes traçant des sillons dans la poussière qui recouvrait son visage. Mon père, les autres, ils vont me forcer. Elle ne put terminer sa phrase. Le guerrier, car elle ne pouvait le considérer autrement, se leva et scruta l'horizon d'un œil exercé. Ce qu'il vit ou ne vit pas sembla le décider. Il retourna vers son cheval et sortit une couverture de son sac ainsi que des lanières de cuir souple. Les pieds d'abord, dit-il en s'agenouillant à nouveau. Il lui fit signe de s'asseoir, et lorsqu'elle s'exécuta avec hésitation, il commença à nettoyer ses blessures avec l'eau contenue dans l'outre. Ses mains étaient douces mais efficaces, les mains de quelqu'un qui avait soigné de nombreuses blessures. Sarah tressaillit au début, peu habituée à un contact qui ne lui causait pas de douleur, mais elle se détendit progressivement pendant qu'il travaillait. « Je m'appelle Joseph Running Elk », dit-il en enveloppant ses pieds dans les bandes de cuir. Ma mère était blanche, elle a été enlevée lors d'un raid quand elle était jeune. Elle a choisi de rester avec le peuple de mon père. Elle m'a appris sa langue. Il leva brièvement les yeux vers elle. « Comment t'appelles-tu? »« Sarah », murmura-t-elle. « Sarah Whitman. »« Sarah », répéta-t-il prudemment, comme s'il savourait le son de ce nom. « Où as-tu fui? »« Sarah Whitman. » La question qu'elle évitait depuis qu'elle s'était enfuie de la maison de son père. Où une femme seule pouvait-elle aller dans cette vaste étendue sauvage? Elle n'avait pas d'argent, pas de famille en dehors de celle qu'elle avait fuie, pas d'autres compétences que celles nécessaires pour tenir une maison et éviter les coups de son père. « Je ne sais pas, admit-elle. Loin, juste loin. » Joseph Running Elk finit de lui masser les pieds et s'assit sur ses talons. Le soleil de l'après-midi descendait, peignant sa peau bronzée d'une lumière chaude. Il semblait peser quelque chose dans son esprit. Une décision qui allait au-delà du simple choix de l'aider ou de la laisser. « La nuit tombe bientôt, » dit-il finalement. « Les coyotes chassent la nuit. Les hommes aussi. » Il se leva et lui tendit de la main. « Viens, je connais un endroit. » Sarah fixa sa main tendue. Tout ce qu'on lui avait enseigné lui criait des avertissements, sauvages, païens, dangereux. Mais ces mêmes voix lui avaient dit d'être obéissante, de se marier là où on le lui disait, d'accepter son sort avec une résignation chrétienne. Ces voix l'avaient conduite à ce moment, pieds nus et ensanglantée dans le désert. Elle prit sa main. Il la releva facilement, la stabilisant lorsqu'elle vacillait avec des mouvements prudents. Il enroula la couverture autour de ses épaules, puis la souleva sur son cheval comme si elle ne pesait rien. Elle se raidit, s'attendant à ce qu'il se hisse derrière elle, qu'il se presse contre elle, comme l'auraient fait les hommes de la ville. Au lieu de cela, il prit les rênes du maire et se mit à marcher, les conduisant vers le nord, vers une rangée de peupliers qui marquait un ruisseau lointain. Ils voyagèrent en silence tandis que le soleil touchait l'horizon, embrasant la prairie de couleurs. Sarah serra la couverture autour d'elle, s'émerveillant de la différence qu'elle ressentait par rapport à toutes les autres fois où elle avait été près d'un homme. Joseph Running Elk marchait d'un pas décidé, jetant de temps en temps un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle allait bien, mais jamais avec ce regard qu'elle connaissait si bien, ce regard qui la faisait se sentir comme une proie. Alors que le crépuscule violet s'installait, ils atteignirent des peupliers. Un petit ruisseau gargouillait entre les arbres, et dans un coude abrité se trouvait un simple abri fait de jeunes arbres courbés et de peaux. Joseph Running Elk l'aida à descendre de cheval, son contact bref et impersonnel. « Repose-toi, dit-il en lui montrant l'abri. Je fais du feu. » Sarah boitilla jusqu'à l'abri et s'effondra avec gratitude sur la peau de bison étendue à l'intérieur. À travers l'ouverture, elle le regarda s'occuper d'abord de son cheval, retirant la selle et brossant sa robe avec des gestes expérimentés. Ce n'est qu'après avoir pris soin de l'animal qu'il commença à ramasser du bois pour faire un feu. Tout cela avait un caractère domestique ordinaire. Voir un homme accomplir des tâches simples à la tombée de la nuit lui serra la gorge d'une émotion inattendue. À quand remontait la dernière fois où elle s'était sentie en sécurité à l'approche de la nuit? Quand l'obscurité avait-elle signifié autre chose que la terreur? Bientôt, un petit feu crépita, projetant des ombres dansantes sur des troncs de peupliers. Joseph courut vers les élans, disparut dans l'obscurité et revint avec davantage d'eau, fraîche cette fois-ci, provenant du ruisseau. Il posa une petite marmite sur le feu et y ajouta des lamelles de viande séchée et quelques racines provenant de son sac. « Mange, puis dors, » dit-il en s'asseyant en tailleur de l'autre côté du feu. « Demain, nous irons au campement de mon peuple.
Les femmes te donneront des vêtements adaptés au voyage. Ton peuple? La peur revint dans la voix de Sarah. Mais je suis blanche, ne vont-ils pas... Ma mère était blanche, lui rappela-t-il. Mais maintenant, elle est Lakota. Ce n'est pas le sang qui fait la famille. Sarah serra la couverture plus fort. Je ne peux être la famille de personne. Je ne serai plus jamais la propriété de quelqu'un. Pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à un sourire effleura ses traits sévères. Les femmes Lakota ne sont pas la propriété de quiconque. Elles choisissent leur voie, leur mari. Elles peuvent divorcer en plaçant les affaires de leur mari à l'extérieur de la hutte. Il remua le contenu de la marmite avec une cuillère en bois. Tu apprendras nos coutumes, tu guériras, puis tu choisiras ce que tu souhaites. Et si des hommes viennent te chercher, son expression se durcit à nouveau. Alors ils apprendront que les Lakota protègent ceux qui sont sous leur garde. Cette simple déclaration, prononcée sans vantardise ni menace, avec une certitude tranquille, fit monter les larmes aux yeux de Sarah. Une protection sans possession, une force sans cruauté. Elle pensait que de telles choses n'existaient que dans les contes de fées que sa mère lui racontait avant que la fièvre ne l'emporte. Ils mangèrent dans un silence complice. Le simple ragoût réchauffait Sarah de l'intérieur. Ses paupières devenaient lourdes, mais elle luttait contre le sommeil. Les vieilles habitudes de vigilance sont difficiles à perdre. « Dors, dit doucement Joseph Running Elk. Je veillerai toute la nuit. » Toute la nuit. Et ainsi, Sarah Whitman, qui n'avait pas dormi profondément depuis des années, se blottit sur des peaux de bison dans un abri fait d'arbres courbés et de peaux. Tandis qu'un guerrier Lakota était assis en silence près du feu, les vastes chevaliers de la prairie chantaient autour d'eux, les coyotes hurlaient, les hiboux chassaient, le vent murmurait des secrets à travers l'herbe. Mais pour la première fois de sa vie, ces sons ne lui inspiraient aucune crainte. Elle dormit sans rêver du mariage du lendemain, de la colère de son père ou des mains dures du forgeron. Elle rêva plutôt de courir, mais cette fois-ci, non pas pour fuir quelque chose, mais pour aller vers quelque chose d'encore inconnu, mais brillant de possibilités, qui l'attendait quelque part au-delà de l'horizon. Sarah se réveilla au son des oiseaux du matin et du doux crépitement des braises mourantes. Pendant un instant, la panique s'empara d'elle. Où était-elle? Puis la mémoire lui revint. La fuite, le guerrier, la promesse de sécurité. Et à travers l'ouverture de l'abri, elle pouvait voir Joseph courir, l'élan toujours assis près du feu, sa silhouette inchangée depuis qu'elle s'était endormie. Avait-il vraiment veillé toute la nuit? Il se retourna au bruit de son réveil et, dans la pâle lumière de l'aube, elle pouvait voir la fatigue dans ses yeux, même si sa posture restait alerte. « Le ruisseau est là, » dit-il en pointant du doigt à travers les peupliers. « Nettoie-toi, je ne regarderai pas. » Sarah sortit de l'abri, testant ses pieds de bandés. Il lui faisait mal, mais les bandes de cuir atténuaient de la douleur. Elle boita jusqu'au ruisseau et trouva un endroit isolé derrière un tronc d'arbre tombé. L'eau était si froide qu'elle lui coupait le souffle, mais elle frotta la saleté et le sang séché du mieux qu'elle put, essayant de ne pas penser à sa vulnérabilité, seule et sans vêtements dans la nature sauvage. Quand elle revint, Joseph Running Elk avait disposé des objets sur une couverture. Une robe en cuir, douce et usée par l'usage, des mocassins et des bandes de tissu pour ses cheveux. « Mes sœurs, expliqua-t-il, elle en a beaucoup. Cela ne la dérangera pas. » Sarah caressa la robe, émerveillée par le travail minutieux des perles le long de l'ourlet. Elle était plus raffinée que tout ce qu'elle avait possédé, même s'il s'agissait d'un vêtement indien. Elle se retira dans l'abri pour se changer et en ressortit transformée. La robe lui arrivait aux mollets, modeste, mais lui permettant une liberté de mouvement qu'elle n'avait jamais connue dans ses vêtements de coton contraignants. « C'est mieux, » dit Joseph Coeur-Élan, et elle crut percevoir une approbation dans son ton. Il avait déjà rangé l'abri avec une efficacité rodée, chargeant tout sur son patient-mère. « Savez-vous monter un peu? » Sarah admit que son père avait possédé un cheval de labour, mais qu'elle avait rarement été autorisée à le monter. « Bien, aujourd'hui, nous partagerons le cheval. Mon campement est à une journée de cheval, peut-être plus avec les pauses. » Il l'aida à monter, puis s'est hissé derrière elle. Sarah s'est crispée, s'attendant à ce que ses mains vagabondent, à ce que son corps se presse de manière inappropriée contre elle. Au lieu de cela, il a maintenu une distance prudente,
ne touchant que légèrement sa taille pour la stabiliser lorsque le cheval bougeait. Ils ont chevauché vers le nord alors que le soleil montait, sans suivre de piste visible pour Sarah, mais Joseph Running Elk n'a jamais hésité dans sa direction. La prairie céda la place à de petites collines parsemées de genévriers et de pins. Ils s'arrêtaient fréquemment pour vérifier leurs traces, lui permettre de boire et de se reposer. Lors d'une de ces pauses, alors qu'ils étaient assis à l'ombre d'un gros rocher, Sarah finit par demander « Pourquoi m'aidez-vous » Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Finalement, il parla, les yeux fixés sur l'horizon. « Ma mère s'est enfuie quand elle était jeune, comme toi. Un trappeur l'a trouvée. Il l'a amenée au fort des soldats. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Ils ne l'ont pas aidée. Ils l'ont renvoyée à l'homme qui l'avait entendue. Elle s'est enfuie à nouveau. En hiver, le groupe de chasseurs de mon père l'a trouvée presque gelée. Elle a choisi de rester avec nous, d'apprendre nos coutumes. Elle a trouvé une gentillesse qu'elle n'avait jamais connue chez son propre peuple. Est-elle encore en vie? Non. Elle est morte il y a 5 hivers, mais elle a vécu libre. Elle a vécu en choisissant sa propre voie. Il regarda Sarah droit dans les yeux. Tout le monde mérite de pouvoir choisir. Ils continuèrent leur chemin. Le paysage changeait progressivement, devenant plus accidenté, avec des ravins et des vallées cachées. Joseph, le chasseur d'élan, commença à lui enseigner d'une voix grave et patiente. « Regarde, là des traces d'antilopes fraîches, datant peut-être d'une heure, dit-il en montrant des griffures sur un tronc de pin, marque d'un ours marquant son territoire, ancien mais sûr. Sarah écoutait attentivement, comprenant qu'il s'agissait de techniques de survie qu'il lui transmettait gratuitement. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour laisser reposer le cheval, il lui montra des plantes comestibles, des navets sauvages, des cerises étouffées, des oignons des prairies. Ses mains bougeaient avec assurance tandis qu'il lui montrait comment déterrer les racines sans détruire la plante pour la saison suivante. « Tout a un esprit », expliqua-t-il. « Ne prenez que ce dont vous avez besoin. Remerciez. Ainsi la terre vous nourrira toujours. » C'était tellement différent de l'attitude de son père. Prendre tout, ne rien donner. Possède tout ce que tu peux attraper. Sarah se découvrit avide de ce savoir, de cette façon différente de voir le monde. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, ils entrèrent dans une vallée étroite entre 2 collines. Joseph, qui courait après un élan, leva soudain la main, arrêtant le cheval. Tout son corps était en alerte, comme un loup sentant le danger. « Qu'y a-t-il » murmura Sarah. « De la fumée, mais pas un feu de cuisine. Une odeur étrange. » Il descendit silencieusement de cheval et l'aida à descendre. « Attends ici, reste avec le cheval. » Mais Sarah savait trop bien ce qui arrivait aux femmes qui attendaient sans pouvoir rien faire. « Je viens avec toi. » Il scruta son visage, puis acquiesça d'un signe de tête. Ensemble, ils rampèrent sur le flanc de la colline, se cachant derrière des buissons de genévrier. Près du sommet, Joseph Running Elk se coucha à plat ventre et lui fit signe de faire de même. Ils jetèrent un œil en contrebas. Dans une petite prairie, les restes calcinés d'un chariot étaient visibles. De la fumée s'élevaient encore des débris. Sarah porta la main à sa bouche pour étouffer un cri. 2 corps gisaient à côté. Des colons. Un homme et une femme, des flèches plantées dans le dos. « Crow, marmonna Joseph Running Elk, lisant des signes que Sarah ne pouvait pas voir. Une troupe de guerriers, peut-être 6, 7 guerriers. 2 heures se sont écoulées, pas plus. Sont-ils toujours dans les environs? Non. Ils ont pris les chevaux, les marchandises et sont partis vers l'est. Son expression était sombre. C'est pourquoi je vous emmène rapidement vers mon peuple. Les Crows et les Lakota sont ennemis. Ils ne seraient pas tendres avec une femme blanche voyageant avec un guerrier Lakota. Ils revinrent prudemment vers les chevaux. Joseph Running Elk changea leur itinéraire, les conduisant plus haut dans les collines par des chemins qui semblaient impossibles à emprunter jusqu'à ce qu'ils s'y engagent. Sarah comprit alors le véritable danger de sa situation, non seulement à cause de son père et des hommes de Redemption Creek, mais aussi à cause du réseau complexe de conflits tribaux qu'elle comprenait à peine. À l'approche du crépuscule, ils atteignirent un autre endroit abrité. Cette fois, une grotte assez peu profonde pour voir à l'extérieur, mais assez profonde pour cacher un petit feu. Joseph Running Elk s'empressa de les installer pour la nuit. Ses mouvements étaient économes et vigilants.
Nous ne pouvons pas rejoindre mon peuple aujourd'hui, dit-il. C'est trop dangereux et il fait trop sombre. Reposez-vous ici, partez à l'aube. Sarah aida à ramasser du bois, fière lorsqu'il approuva son choix de branches sèches qui brûleraient en dégageant peu de fumée. Alors qu'ils étaient assis près du petit feu, partageant de la viande séchée et de la citrouille provenant de ses provisions, elle sentit le poids des questions non posées. La robe de ta sœur, dit-elle finalement. Ça ne la dérange pas que tu la donnes à une étrangère? Une femme blanche. Morningstar sera contente, répondit-il. Elle dit que je pense trop aux vieilles blessures, que j'ai besoin de voir à nouveau le bien dans le monde. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Elle dira qu'en t'aidant, elle a raison. Le vieux Hertz. Sa main se posa inconsciemment sur son flanc, où Sarah remarqua une autre cicatrice sous sa chemise. J'avais une femme autrefois. Winter Dove a été tuée lors d'une attaque de cavalerie il y a 4 étés. Nous n'avons eu aucun avertissement. Les soldats sont arrivés à l'aube et ont tiré sur tout le monde. Les femmes, les enfants, ils s'en moquaient. Sarah eut la gorge serrée. Je suis désolé. Votre chagrin ne peut changer le passé, mais vous me rappelez que tous les Blancs ne sont pas des soldats. Certains sont juste des gens qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Il ajouta un autre morceau de bois dans le feu. Ma mère m'a appris cela, mais je l'avais oublié dans mon chagrin. Ils s'assirent dans un silence complice tandis que l'obscurité s'intensifiait à l'extérieur de leur abri. Sarah remarqua qu'il s'était placé entre elle et l'entrée de la grotte, de manière décontractée mais protectrice. À quand remontait la dernière fois où elle s'était sentie vraiment protégée plutôt que mise en garde? Demain, dit-il, nous rejoindrons mon peuple avant que le soleil ne soit haut dans le ciel. Tu seras en sécurité là-bas. Et toi, demanda Sarah, que dira ton peuple du fait que tu amènes une femme blanche au campement? Certains s'y opposeront, mais mon oncle est le chef. Il se souviendra comment ma mère est venue chez nous, comment elle est devenue une sœur et une fille bien-aimée. Il parlera en ta faveur. Il croisa son regard par-dessus le feu. N'aie pas peur, je ne te laisserai pas seul parmi des étrangers. Cette simple promesse, faite sans fioriture ni demande de gratitude, faillit faire perdre son sang-froid à Sarah. Dans son monde, la protection avait toujours un prix. Obéissance, soumission, propriété. Mais ce guerrier silencieux ne lui demandait rien d'autre que de survivre, de choisir sa propre voie. « Je ne sais pas comment vous remercier, murmura-t-elle. « Vivez libre, répondit-il. Cela me suffit comme remerciement. » Alors que le feu s'éteignait, Joseph Running Elk se mit à chanter doucement dans sa propre langue. Un chant mélodieux et grave qui semblait se répandre dans l'air nocturne comme de la fumée. Sarah ne comprenait pas les paroles, mais le ton était clair. Une prière peut-être, ou une protection contre le mal. Elle s'endormit au son de cette musique ancienne. Pour la 2e nuit consécutive, elle ressentait le luxe impossible de la sécurité. À l'extérieur, l'obscurité de la vaste prairie recelait des dangers. Des ours et des loups, des bandes de corbeaux, la poursuite de son père qui ne manquerait pas de venir. Mais à l'intérieur de ce petit cercle de lumière, avec cet improbable protecteur qui montait la garde, Sarah Whitman commença à croire qu'elle pourrait survivre et voir ce que demain lui réservait. La dernière chose qu'elle entendit avant de s'endormir fut Joseph courant vers l'élan pour ajouter du bois au feu, s'assurant que la lumière durerait jusqu'à l'aube. Une veille de guerrier, oui. Il y a eu une veille de guerrier. Offerte librement, sans rien demander en retour. Pour la première fois de sa vie, Sarah commença à comprendre ce qu'était l'honneur. Les jours suivants se confondirent dans un rythme de survie et d'apprentissage, fidèle à sa parole. Joseph, courant après les élans, avait amené Sarah au campement de son peuple, où elle fut accueillie avec curiosité, mais sans hostilité. Son oncle, le chef Stonehand, avait écouté son histoire avec gravité et lui avait accordé l'asile. Maintenant, alors que l'automne habillait les collines de doré et de rouille, Sarah se trouvait en train de s'adapter à une vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Non, pas comme ça, dit Morningstar en riant, tandis que Sarah s'efforçait de gratter une peau de cerf. Si tu appuies trop fort, tu déchires la peau. Si tu n'appuies pas assez, il reste des poils. Tiens, touche. » La sœur de Joseph guida les mains de Sarah, lui montrant l'angle et le mouvement approprié. Morningstar était en effet ravi d'avoir une autre femme de son âge dans le camp, surtout une femme qui la divertissait autant par ses tentatives maladroites d'accomplir des tâches élémentaires. « Je suis nulle, soupira Sarah en s'asseyant sur ses talons. «
Tu apprendras, l'assura Morningstar. Quand j'étais petite, j'ai abîmé beaucoup de peaux. Ma mère m'a fait m'entraîner sur de vieilles peaux jusqu'à ce que mes mains sachent comment faire. De l'autre côté du camp, Sarah pouvait voir Joseph courir après des élans, travailler avec les plus jeunes garçons, leur apprendre à fabriquer des arcs. Il se déplaçait parmi eux avec une autorité patiente, ajustant les prises, montrant comment tirer. Parfois, il jetait un coup d'œil dans sa direction, et elle se remettait rapidement au travail, le visage rougissant. Les journées avaient pris un rythme régulier. Le matin avec les femmes, elle apprenait les tâches sans fin qui permettaient au campement de fonctionner. Travail du cuir, perlage, préparation des repas, cueillette. L'après-midi, Joseph venait lui enseigner différentes leçons, celles qui permettent de survivre dans la nature sauvage. Aujourd'hui, nous allons suivre des traces, annonça-t-il un après-midi en apparaissant dans le tipi où elle travaillait. Viens, dit Sarah en mettant de côté son travail, une autre compétence qu'elle maîtrisait peu à peu, et elle le suivit. Ils s'éloignèrent du campement et entrèrent dans un bosquet de trembles dont les feuilles murmuraient des secrets dans la brise. « Que vois-tu » demanda-t-il en pointant le sol. Sarah examina attentivement la terre, se souvenant de ses enseignements précédents. Des traces de cerf, mais de tailles différentes. Bien, quoi d'autre? Elle s'agenouilla pour examiner de plus près. Les plus petites sont au-dessus. Donc, un faon qui suit sa mère. Son signe d'approbation la rendit ridiculement fière. Oui. Depuis combien de temps? C'était plus difficile. Elle toucha le bord d'une empreinte, sentant l'humidité dans la terre compactée. Récente, les bords sont encore nets. Peut-être 2 heures. Tu as l'œil. Il s'avança, lui montrant des brindilles cassées, des feuilles remuées, tous les petits signes de passage qu'elle apprenait à déchiffrer. Pourquoi est-ce important de savoir cela? Pour trouver du gibier, oui, mais aussi pour savoir qui traverse votre territoire. Les animaux, les humains, les amis, les ennemis, tous laissent des traces. Ils passèrent l'après-midi à suivre les traces du cerf, sans jamais avoir l'intention de chasser, se contentant de suivre l'histoire écrite dans la terre. Joseph courant après les élans était un professeur différent de tous ceux que Sarah avait connus. Il n'élevait jamais la voix, ne montrait jamais d'impatience lorsqu'elle manquait des signes évidents. Quand elle réussissait, son approbation silencieuse signifiait plus que n'importe quel éloge enthousiaste. Alors qu'ils retournaient vers le campement, ils tombèrent sur un ruisseau gonflé par les récentes pluies. Le passage qu'ils avaient emprunté auparavant était désormais un torrent impétueux. « Nous remontons le courant », décida Joseph. Mais après avoir marché une distance considérable, aucun autre passage ne se présentait. « Je peux attendre de l'autre côté », proposa Sarah, bien que l'eau semblait froide et rapide. Il étudia le courant avant elle. « Non, trop dangereux, je vais te porter. » Avant qu'elle n'ait pu protester, il l'avait soulevée sans effort, un bras sous ses genoux, l'autre autour de son dos. Sarah se raidit, des souvenirs affluents. D'autres hommes, d'autres mains, qui n'avaient jamais été synonymes de sécurité. « Respire, dit Joseph doucement, sans bouger. Je ne te ferai pas de mal. » Sarah s'efforça de se détendre, de lui faire confiance. Il entra dans le ruisseau, l'eau tourbillonnant autour de ses jambes, trempant ses jambières. À mi-chemin, son pied glissa sur un rocher submergé. Il réagit instantanément, la serrant contre lui pour garder l'équilibre. Et pendant un instant, elle se retrouva pressée contre sa poitrine. Elle pouvait sentir son cœur battre, régulier et fort. Ses bras autour d'elle étaient protecteurs, pas possessifs. Lorsqu'ils atteignirent l'autre rive, il la posa doucement par terre. Sarah se surprit à hésiter à s'éloigner. « Merci », parvint-elle à dire, la voix légèrement essoufflée. Quelque chose brilla dans ses yeux sombres, rapidement dissimulés. « Venez, le campement est proche. » Ce soir-là, alors que Sarah aidait à servir le repas communautaire, elle surprit la conversation de 2 guerriers. « Running Elk passe beaucoup de temps avec la femme blanche », dit l'un d'eux en Lakota, ignorant qu'elle avait appris suffisamment pour comprendre les conversations basiques. « Il se souvient de sa mère », répondit l'autre. « Et il est peut-être temps qu'il dépasse son chagrin pour Winter Dove. » Sarah garda un visage soigneusement neutre, mais ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle servait le ragoût. Plus tard, assise avec Morningstar, près de leur tipi, elle ne put s'empêcher de demander « Ton frère, il aimait vraiment sa femme. » L'expression de Morningstar s'adoucit comme le soleil aime le ciel.
Quand elle est morte, j'ai pensé qu'il pourrait la suivre dans le monde des esprits. Pendant 2 saisons, il était lui-même comme un fantôme. Seul le devoir le retenait ici. Et maintenant, la sœur de Joseph lui lança un regard entendu. Maintenant, il apprend à une femme blanche à traquer le cerf et la porte pour traverser les ruisseaux. Les femmes en parlent, tu sais, elles disent qu'il sourit à nouveau parfois. Sarah sentit ses joues s'échauffer. Il est juste gentil. Il a promis de me protéger. Mon frère ne fait pas de promesses à la légère, Morningstar dit, mais la sécurité et la gentillesse. Ce n'est pas pour cela qu'un guerrier recommence à chanter quand il pense que personne ne l'écoute. Cette nuit-là, incapable de dormir, Sarah marcha jusqu'à la lisière du campement d'où elle pouvait voir les étoiles. Le vaste ciel de la prairie l'apaisait, si différent de l'atmosphère étouffante de la maison de son père. Elle ne fut pas surprise d'entendre des pas légers derrière elle. « Que se passe-t-il » demanda Joseph en venant se placer à côté d'elle. Trop de pensées. Ils restèrent debout dans un silence confortable, regardant les étoiles tourner au-dessus de leur tête. Finalement, il prit la parole. « Tu es différente maintenant. »« Plus forte, j'apprends, » répondit Sarah. « Même si je ne serai jamais vraiment Lakota, car être Lakota, c'est ici, dit-il en touchant sa poitrine. Ce n'est pas seulement une question de sang. Tu travailles dur. Tu respectes nos coutumes, les gens le voient. Et toi? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Que vois-tu? Il resta silencieux si longtemps qu'elle craignit d'avoir dépassé les bornes. Alors je vois une femme qui a choisi la peur plutôt que la capitulation, qui devient chaque jour plus forte, qui fait rire ma sœur et aide les anciens sans qu'on le lui demande. Il fit une pause. Je vois quelqu'un que je suis heureux d'avoir trouvé ce jour-là dans la prairie. Le cœur de Sarah battait à tout rompre dans sa poitrine. Dans son ancienne vie, de tels mots de la part d'un homme auraient été le prélude à des exigences, à la prise de ce qu'il voulait. Mais Joseph Running Elk resta simplement là, respectant l'espace entre eux, laissant ses mots suffire. « Je rêve parfois, » admit-elle doucement. « Que mon père me retrouve, qu'il me ramène de force. »« Alors il me ferait face, » dit simplement Joseph. « Et tout mon peuple, vous êtes sous notre protection maintenant. Je ne veux pas causer de problème à votre camp. » Il se tourna pour la regarder, le visage sérieux à la lumière des étoiles. Les problèmes surviennent, que nous le voulions ou non. Mais une vie sans honneur, sans protéger ceux qui ont besoin de protection, ce n'est pas une vie. Un vent froid balaya la prairie et Sarah frissonna sans hésiter. Joseph retira sa couverture et la drapa autour de ses épaules, ses mains s'attardant un instant sur ses bras. « Viens, la nuit se refroidit. » Alors qu'ils retournaient ensemble au camp, Sarah était enveloppée dans sa couverture. Elle sentit quelque chose de fondamental changer en elle. La peur qui l'avait accompagnée si longtemps était lentement remplacée par autre chose. Pas l'amour, pas encore, mais la possibilité de l'amour. La compréhension que la force pouvait être douce, que la protection pouvait être offerte librement, que l'honneur d'un homme pouvait être un refuge plutôt qu'une cage. Elle pensa à la femme qu'elle était quelques semaines auparavant, ensanglantée et terrifiée dans la prairie, prête à accepter la mort plutôt que la captivité. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer cela, marcher en toute sécurité dans l'obscurité avec un guerrier qui lui avait montré plus de respect en quelques semaines qu'elle n'en avait connu dans toute sa vie. « Joseph », dit-elle doucement alors qu'ils arrivaient à la lisière du campement. Il s'arrêta, la regardant de ses yeux profonds et patients. « Merci pour tout. » Il inclina légèrement la tête. « Vous me remerciez trop. Je ne fais que ce qui est juste. » Mais alors que Sarah se dirigeait vers le tipi de Morning Stars, toujours enveloppée dans sa couverture qui sentait la sauge et la fumée de bois, elle savait que c'était plus que cela. En choisissant de l'aider, de l'instruire, de se mettre entre elle et le danger sans rien demander en retour. Joseph Running Elk lui avait montré quelque chose dont elle n'avait jamais cru à l'existence, qu'il y avait encore des hommes bons dans le monde, des hommes qui comprenaient que la véritable force ne résidait pas dans le fait de prendre, mais dans celui de protéger. Elle s'endormit plus facilement cette nuit-là, enveloppée dans sa couverture, sachant qu'il était quelque part dans le camp, veillant comme il le faisait toujours. Les étoiles tournaient au-dessus de sa tête. Le vent de la prairie chantait ses anciennes mélodies, et Sarah Whitman poursuivait son voyage de la peur à la confiance, un pas prudent après l'autre. La matinée commença comme toutes les autres,
avec le givre qui craquait sur l'herbe et le camp qui s'animait. Sarah aidait Morningstar à préparer le repas du matin lorsque les chiens se sont mis à aboyer. Ce n'était pas leur aboiement habituel pour saluer, mais un son agressif réservé aux étrangers. Joseph Running Elk est apparu à ses côtés si rapidement qu'elle ne l'avait pas vu approcher. Sa main reposait sur le manche de son couteau, son corps prêt à bondir. « Reste près de la tente », a-t-il ordonné, puis il s'est dirigé vers le bord du camp où d'autres guerriers se rassemblaient. Mais Sarah reconnut la voix qui résonna dans l'air matinal et son sang se glaça. « Je sais qu'elle est ici, ma fille Sarah Whitman. Je suis venu la ramener à la maison. » Son père l'avait retrouvée malgré la foule qui s'était rassemblée. Elle pouvait les voir, 5 hommes à cheval. Son père, Samuel Whitman, était en tête, le visage rouge d'alcool et de colère malgré l'heure matinale. À côté de lui chevauchait Thomas Brennan, le forgeron qu'elle était censée épouser. Son corps massif faisait paraître son cheval petit. 3 autres hommes de Redemption Creek complétaient le groupe. Tous étaient armés et arboraient l'expression vertueuse d'hommes convaincus du bien fondé de leur cause. La main de Pierre du chef émergea de son tipi, digne malgré l'intrusion matinale. Joseph Running Elk se tenait à sa droite, traduisant les paroles du chef. « Pourquoi les hommes blancs viennent-ils armés dans notre campement pacifique? » Le père de Sarah cracha délibérément du jus de tabac près de l'endroit où se tenait le chef. « Nous venons récupérer des biens volés. » « Cette femme là-bas, dit-il en pointant directement Sarah, qui était sortie malgré l'avertissement de Joseph. « C'est ma fille. Elle a été enlevée par votre sauvage. Je n'ai pas été enlevée. » Sarah s'avança, sa voix plus forte qu'elle ne se sentait. « Je me suis enfui. J'ai choisi de partir. » Thomas Brennan éclata d'un rire sinistre. « Les femmes ne choisissent pas, jeune fille. Tu appartiens à ton père jusqu'à ce que tu m'appartiennes. C'est la loi de l'homme blanc. » Joseph Running Elk répondit froidement. « Elle n'a aucun pouvoir ici. » La main du père de Sarah se dirigea vers son pistolet. « Mon garçon, tu vas nous la remettre. Sinon, nous... » Il ne termina pas sa menace. Joseph avait sorti son couteau d'un seul mouvement fluide, la lame brillant au soleil matinal. Autour d'eux, les guerriers Lakota plaçaient leurs flèches sur leurs arcs avec une aisance acquise par l'entraînement. « Vous êtes 5, nous sommes nombreux, » déclara simplement Joseph, « et vous menacez ceux qui sont sous notre protection. » « Protection ?» ricana Thomas Brennan. « C'est une femme blanche qui vit avec des sauvages. Les bons chrétiens ont le devoir de la sauver de la souillure. » Sarah retrouva sa voix. La colère l'emporta sur la peur. « La seule souillure que j'ai connue, c'était dans votre ville chrétienne. Ces gens m'ont montré plus de gentillesse et de respect que je n'en ai jamais connu parmi les miens. » Le visage de son père devint violet. « Sorcière ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me frappes. » Les mots explosèrent de la bouche de Sarah. « Tu m'as vendu à lui. » Elle désigna Thomas comme si j'étais du bétail. « J'ai vu les bleus qu'il laisse sur ses chevaux. Je sais ce qu'il m'aurait fait. » « De la discipline, » grogna son père. « C'est ce dont tu as besoin, ce dont tu as toujours eu besoin. » Le chef Stonehand leva la main et le silence se fit. Lorsqu'il prit la parole, Joseph traduisit sa voix empreinte de l'autorité du chef. « Cette femme est venue chez nous pour trouver refuge. Elle a travaillé aux côtés de notre peuple. Elle a appris nos coutumes. Elle a fait preuve de respect. Elle reste de son plein gré et non par la force. Telle est la coutume des Lakota. Chacun choisit son propre chemin. Je me fiche de vos coutumes. » Samuel Whitman grogna. « Elles viennent avec nous maintenant. » Il mit pied à terre et s'avança vers Sarah. Joseph s'interposa, mais Sarah surprit tout le monde en s'avançant elle-même. « Non, dit-elle doucement. » Son père s'arrêta, clignant des yeux de surprise. Elle ne lui avait jamais tenu tête aussi directement. « Non, répéta-t-elle plus fort. Je ne partirai pas. Tu n'as aucun pouvoir sur moi ici. Je suis ton père. Un père protège. Un père chéri. Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. » La voix de Sarah se renforçait à chaque mot. « Je choisis de rester avec des gens qui comprennent l'honneur. » Le visage de Samuel Whitman se déforma sous l'effet de la rage. Il se précipita en avant, la main levée pour frapper, mais Joseph Running Elk fut plus rapide. Il attrapa le poignet de l'homme plus âgé, le maintenant immobile avec une force apparemment sans effort. « Tu ne la toucheras pas, » dit Joseph, chaque mot aussi précis qu'une lame. « Pas ici, plus jamais. » Pendant un instant, les 2 hommes restèrent figés, une image de l'ancien monde rencontrant le nouveau.
Puis Thomas Brennan commit une erreur fatale. Voyant sa fiancée défendue par un Indien, sa propre rage déborda. Il sortit son pistolet. Le bruit des cordes d'arc emplit l'air. Le chapeau de Thomas s'envola, une flèche passant si près qu'elle effleura ses cheveux. Son cheval se cabra, manquant de le désarçonner. D'autres flèches s'enfoncèrent dans le sol au pied du cheval, les faisant danser nerveusement. « Les prochaines ne manqueront pas leur cible », dit calmement le chef Stonehenge. Joseph traduisit. « Partez maintenant. Ne revenez pas. » Le père de Sarah se libéra de l'emprise de Joseph et recula vers son cheval. « Ce n'est pas fini. Je reviendrai avec la cavalerie. Ils brûleront tout le camp pour la récupérer. Et ils ne trouveront rien. » Joseph répondit, « Nous nous déplaçons comme le vent. Hommes blancs, vos soldats sont lents et bruyants. Nous les entendons arriver à des kilomètres. Vous faites la guerre aux États-Unis. » L'un des autres hommes cria. Morningstar s'avança alors, parlant un anglais prudent mais clair. « Nous ne faisons la guerre à personne. Nous protégeons une femme qui a demandé de l'aide. Si c'est un crime dans votre monde, alors votre monde est brisé. » La confrontation était tendue comme la corde d'un arc. Sarah voyait son père calculer les chances, mais même son cerveau imbibé de whisky pouvait compter. 5 hommes contre 30 guerriers, tous armés de flèches. « Monte à cheval, Samuel », grogna Thomas Brennan en rangeant son pistolet dans son étui avec une réticence évidente. « Nous allons régler cela dans les règles de l'art. » Alors que les hommes montaient à cheval, le père de Sarah la regarda une dernière fois dans les yeux. « Tu es morte à mes yeux, ma fille. Tu m'entends? Morte. Tu as choisi ces païens plutôt que ta propre famille. J'ai choisi la liberté plutôt que l'esclavage, répondit Sarah. J'ai choisi le respect plutôt que la peur. Si cela me rend morte à tes yeux, alors je suis morte depuis longtemps déjà. » Les 5 hommes firent faire demi-tour à leurs chevaux et s'éloignèrent au galop, soulevant un nuage de poussière dans leur sillage. Les guerriers gardèrent leurs arcs bandés jusqu'à ce que les cavaliers disparaissent à l'horizon. Alors que la foule se dispersait, Sarah se rendit compte qu'elle tremblait, victime d'un contre-coup tardif. Joseph lui toucha doucement le coude. « Tu as été courageuse, lui dit-il. J'étais terrifié. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. » Il scruta son visage. « Ton père, il va réessayer, je le sais. » Sarah regarda autour d'elle le campement qui était devenu son refuge. « J'ai apporté le danger à ton peuple. Je devrais peut-être partir. » « Non. » Le mot fut sec, immédiat. Joseph se reprit et parla plus doucement. « Non. Tu ne peux plus fuir. Tu dois rester et te battre. Nous sommes avec toi. » Le chef Stonehenge s'approcha et posa sa main rugueuse sur l'épaule de Sarah. Il parla longuement en lakota. Joseph traduisit. « Mon oncle dit que tu as parlé avec le cœur d'une guerrière aujourd'hui. Tu as revendiqué ta liberté devant tout notre peuple. C'est sacré. Il te nomme Wiakawin, femme plume, car tu as appris à voler librement comme l'aigle. » Les larmes brouillèrent la vision de Sarah. Un nom, son propre nom, choisi, non donné, mérité, non imposé. Mais les aigles doivent toujours se méfier des chasseurs. Le chef continua par l'intermédiaire de Joseph. « Ton père a parlé de soldats. Nous devons nous préparer. » Le reste de la journée fut consacré aux préparatifs. Le campement qui avait semblé si permanent à Sarah révéla sa nature nomade lorsque les tipis commencèrent à être démontés. Les affaires furent emballées. Le soir venu, ils seraient prêts à partir à tout moment. Joseph la trouva alors qu'elle aidait Morningstar à y emballer leurs affaires. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, dit-il. Mais ce n'est que le début. Ils reviendront avec plus d'hommes, plus d'armes. »« Je sais, » répondit Sarah en emballant soigneusement les instruments de musique de Morningstar. « Je suis désolé de t'avoir causé des ennuis. »« Arrête !» Sa voix était ferme. « Tu ne causes aucun ennui. Ce sont eux qui causent des ennuis. Tu apportes. » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Tu redonnes vie à des endroits qui étaient morts. » Avant que Sarah n'ait pu lui demander ce qu'il voulait dire, un jeune guerrier arriva en courant et parla rapidement en lakota. L'expression de Joseph s'assombrit. Les éclaireurs signalent la présence de soldats à une journée de cheval au sud, peut-être une vingtaine d'hommes. Le cœur de Sarah se serra. Si tôt, son père avait dû se rendre directement au fort pour raconter des histoires de femmes blanches kidnappées afin d'attiser le sens du devoir de la cavalerie. Que ferons-nous?
Joseph sourit, un sourire de guerrier qui transforma son visage habituellement sérieux. Ce que les Lakota font toujours, nous disparaissons comme de la fumée, nous les laissons poursuivre des fantômes à travers la prairie. Cette nuit-là, alors que le camp se préparait à partir, Sarah travailla aux côtés des femmes avec une nouvelle compréhension. Elle n'apprenait plus seulement des compétences. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, d'un peuple qui valorisait la liberté par-dessus tout. Son père pensait la mettre à nouveau en cage, mais il ne comprenait pas. Elle avait goûté à l'indépendance, elle avait ressenti le respect d'être traitée comme une personne plutôt que comme un objet. Les étoiles brillaient dans le ciel lorsque Joseph vint se promener avec elle une dernière fois avant le départ. « As-tu peur ?» demanda-t-il. Sarah réfléchit. « Oui, mais c'est différent maintenant. Avant, je craignais la cage. Maintenant, je crains de perdre ma liberté. C'est une meilleure peur. Je pense qu'elle vaut la peine d'être affrontée. » Il approuva d'un signe de tête. « Demain, nous partons vers le nord dans les collines sacrées. Les soldats ne s'y aventurent pas. Trop facile de tendre une embuscade. Trop difficile à suivre. Tu seras en sécurité. Nous serons en sécurité. » Sarah le corrigea. « Je ne suis plus séparé. Le danger qui menace ton peuple est aussi le mien. » Dans l'obscurité, elle sentit plutôt qu'elle ne vit son sourire. « Wayaka Win. Oui, tu comprends maintenant. » Alors qu'ils se tenaient ensemble sous le vaste ciel de la prairie. Sarah savait que les jours à venir mettraient à l'épreuve son courage nouvellement acquis, mais elle savait aussi qu'elle ne les affronterait pas seule. Derrière elle se tenait un peuple qui comprenait que la liberté valait n'importe quel prix. Et à ses côtés se tenait un guerrier qui lui avait montré que la force et la douceur pouvaient cohabiter dans un même cœur. « Qu'ils viennent, pensa-t-elle, qu'ils viennent tous. Ils ne trouveraient pas la jeune fille effrayée qui avait fui Redemption Creek. Ils trouveraient Feather Woman qui avait appris à voler. » Le feu brûlait faiblement, projetant des ombres dansantes à travers la vallée cachée où ils avaient établi leur campement après 3 jours de voyage difficile. La plupart des membres du groupe dormaient, épuisés d'avoir échappé aux soldats qui les poursuivaient comme des chiens tenaces. Mais Sarah ne pouvait pas dormir. Elle était assise, enveloppée dans une robe en peau de bison, regardant les flammes se transformer en braise. Joseph courir l'élan surgit de l'obscurité, se déplaçant avec son silence caractéristique. Il ajouta du bois au feu, puis s'installa en face d'elle. « Tes pensées sont lourdes, observa-t-il. Sarah serra la couverture plus fort autour d'elle. « Je n'arrête pas de penser à cette vie, celle que j'ai laissée derrière moi. Parfois, j'ai l'impression d'être sorti d'un cauchemar. D'autres fois, elle chercha ses mots. D'autres fois, on se demande si c'est ça, le rêve. » Elle acquiesça, surprise par sa compréhension. « Tout a changé si vite. Il y a 1 mois, je me préparais pour un mariage que je redoutais. Massissanim, maintenant, j'apprends à tanner des peaux et à parler Lakota tout en fuyant la cavalerie. Le changement arrive comme une tempête, Joseph a dit, rapide, puissant, balayant tout ce qui existait auparavant. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant les bruits de la nuit, le cri d'un hibou, le vent dans les branches des pins, les aboiements lointains des coyotes. Finalement, Sarah rassembla son courage pour exprimer ce qui lui pesait sur le cœur. Dans mon monde, mon ancien monde, les hommes et les femmes, il y avait des règles, des attentes. Elle fixait le feu, incapable de le regarder dans les yeux. On m'avait appris que le corps d'une femme était une monnaie d'échange, qu'il fallait le préserver jusqu'à ce qu'il puisse être troqué contre un mariage. Ensuite, il appartenait à son mari, qui pouvait en faire ce qu'il voulait. L'expression de Joseph s'assombrit, mais il resta silencieux, la laissant parler. Avant de mourir, ma mère a essayé de me préparer. Elle m'a dit d'être obéissante, d'endurer, que cela ferait mal au début, mais que c'était normal, que les hommes avaient des besoins et que les femmes avaient des obligations, dit Sarah d'une voix amère. Elle ne m'a jamais dit que cela pouvait être différent. Peut-être qu'elle ne le savait pas. Ta mère vivait dans une cage, dit Joseph doucement. Elle t'a appris à survivre dans cette cage. Elle ne pouvait pas t'enseigner ce qu'elle ne savait pas. Sarah le regarda enfin. Que s'aiment les femmes Lakota? Il réfléchit attentivement. Elles savent que leur valeur ne réside pas dans ce qu'elles peuvent endurer, mais dans ce qu'elles sont. Elles savent que leur corps leur appartient, qu'il leur a été donné par le grand esprit. Elles savent que s'unir à un homme devrait leur apporter de la joie et non de la douleur.
De la joie, répéta Sarah, ce mot étranger à sa langue dans ce contexte. Ma mère me l'a dit une fois. Joseph poursuivit en disant qu'elle méprisait les femmes blanches. Il disait qu'on leur avait appris à craindre ce qui devrait être beau parmi notre peuple. Les femmes ont du pouvoir, elles choisissent leur mari. Elles peuvent divorcer simplement en plaçant les affaires de leur mari à l'extérieur du tipi, dans le lit conjugal. Leur plaisir compte autant que celui de l'homme. Sarah sentit ses joues s'empourprer, mais ne détourna pas le regard. Je n'ai jamais entendu personne parler du plaisir des femmes, parce que votre peuple rend honteuses les choses sacrées. Il prend ce qui devrait être partagé et en fait une prise. Sa voix trahissait une pointe de colère. C'est pourquoi je t'ai promis que tu ne serais jamais blessé. J'ai vu ce que votre monde fait aux femmes. C'est mal. Le feu crépita, envoyant des étincelles en spirale vers le haut. Sarah les regarda s'élever et disparaître dans l'obscurité. Parfois, admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Quand tu m'aides à descendre de ton cheval ou quand tu me soutiens pour traverser un ruisseau, je ressens des choses. Mais ensuite, la peur s'installe, car on m'a appris que les sentiments mènent à la douleur. Joseph se pencha légèrement en avant. La peur est l'ennemi de la joie. Elle rend le corps rigide alors qu'il devrait être souple, fermé alors qu'il devrait être ouvert. C'est pourquoi les mères Lakota enseignent autre chose à leurs filles. Elles leur enseignent que le désir est naturel, comme la faim ou la soif, que la satisfaction est leur droit. Mais comment peuvent-elles en être sûres? Comment peuvent-elles avoir confiance? Parce que les hommes Lakota reçoivent eux aussi un enseignement. Dès l'enfance, nous apprenons que notre force sert à protéger et non à conquérir. Que la confiance d'une femme est un cadeau qui se mérite et non un prix à remporter. Un homme qui fait du mal à une femme dans le lit conjugal fait honte à lui-même et à sa famille. Sarah absorba cette information, essayant de la concilier avec tout ce qu'on lui avait enseigné. Thomas, le forgeron. Il disait que les femmes qui aimaient ça étaient méchantes et brisées. Alors c'était un imbécile, dit Joseph sans détour, et un lâche. Seuls les hommes faibles ont besoin que les femmes soient brisées. Ils se tueront à nouveau? Sarah avait l'impression d'être au bord d'un précipice, contemplant les croyances qui avaient façonné toute sa vie. Les remettre en question lui semblait dangereux, révolutionnaire. Je fais parfois des rêves, avoua-t-elle. Pas des cauchemars sur mon père ou Thomas. Des rêves différents, sur des possibilités, mais je me réveille honteuse. La honte est une chaîne que ton peuple t'a enroulée autour du cou. Tu peux choisir de l'enlever. Comment? Joseph se leva et contourna le feu pour s'asseoir à côté d'elle, en prenant soin de maintenir une distance respectueuse, en apprenant à connaître ton propre cœur, en comprenant que ce que tu ressens est naturel, pas mauvais, en sachant que tu as le droit de choisir. Choisis toujours ce qui arrive à ton corps. Sarah se tourna vers lui, étudiant son visage à la lueur du feu. Même si je choisissais de ne jamais, de toujours garder mes distances, même alors, surtout alors, ses yeux étaient fermes, sincères. Je t'ai dit que je mourrais plutôt que de te faire du mal. Cela inclut de blesser ton esprit en dépassant tes limites. Mais tu es un homme, n'as-tu pas des besoins? Le mot avait un goût amer, chargé de tout le poids des enseignements de son père. J'ai des sentiments, corrigea Joseph, des désirs. Oui, quand tu souris en apprenant une nouvelle compétence, quand tu ris avec Morningstar, quand tu te tiens courageusement face à ton père. Je ressens beaucoup de choses, mais ce sont mes sentiments à gérer, pas ton fardeau à porter. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Aucun homme n'avait jamais suggéré que ses désirs étaient sa propre responsabilité. Dans mon ancienne vie, dit-elle lentement, on m'a appris à me faire petite, silencieuse, docile, à ne jamais vouloir, seulement à être désirée. À ne jamais choisir, seulement à être choisie. Mais ici, dit-elle en désignant le campement qui les entourait, ici, j'ai appris à traquer les cerfs et à tanner les peaux. J'ai un nom que j'ai mérité. Je dis ce que je pense sans être puni. Tu deviens celle que tu as toujours été, dit Joseph. Tu ne changes pas, tu te dévoiles. Et si ce que je découvre me surprend, m'effraie, alors tu y fais face avec courage, comme tu as fait face à tout le reste. Il fit une pause, puis ajouta doucement. Et tu n'es pas seul pour y faire face. Sarah sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme de la glace qui commence à se fissurer sous le soleil printanier.
Quand tu m'as porté pour traverser ce ruisseau en crue, je me suis senti en sécurité, pas seulement à l'abri de la noyade, en sécurité contre tout. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant avec un homme. C'est comme cela devrait être. Le bras d'un homme devrait être un refuge, pas une menace. Ta femme, Winter Dove, elle connaissait cette sécurité. Un sourire triste effleura ses lèvres. Oui, elle était féroce à sa manière. Elle n'avait peur de rien. Mais dans mes bras, elle pouvait être douce. Elle disait que c'était comme être enlacée par la montagne, forte, stille, immuable. Elle doit te manquer terriblement. Oui, mais le chagrin n'est pas non plus une cage. C'est une saison qui passe. Il la regarda droit dans les yeux. Elle vous aurait aimé. Elle aurait dit, vous avez le cœur d'une guerrière qui lutte pour se libérer. Le feu avait de nouveau faibli autour d'eux. Le camp dormait paisiblement, en sécurité dans leur vallée cachée. Demain apporterait davantage de fuite, davantage d'incertitude. Mais ce soir, à cet instant, Sarah ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. La possibilité de guérir. J'ai peur, admet-elle. Pas de toi, mais de moi-même. De découvrir que je ne suis pas celle qu'on m'a appris à être. C'est de la sagesse, pas de la faiblesse. Le changement demande du courage. Joseph se leva, prêt à retourner à son poste de garde. Mais sache ceci, Wikawawin. Peu importe ce que tu découvriras sur toi-même, tu resteras sous ma protection. Peu importe ce que tu choisiras ou ne choisiras pas, tu es précieuse ici. Alors qu'il s'éloignait, Sarah l'appela doucement. Joseph, il se retourna. Merci de me voir comme plus qu'un objet à posséder, à réparer ou à sauver. Tu n'as jamais été brisé, répondit-il. Seulement enfermé et les Kiaz, aussi solides soient-elles, ne peuvent retenir un aigle éternellement. Seule à nouveau près du feu mourant, Sarah resta assise, plongée dans ses pensées. Cette conversation avait ouvert des portes qu'elle avait gardées fermées pendant si longtemps. Derrière elle se cachaient des possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Que son corps pouvait lui appartenir, que le désir n'était pas un péché, qu'elle avait le droit de vouloir, de choisir et de ressentir. Cela la terrifiait, cela l'exaltait. Au loin, un loup hurla, suivi par un autre. Même les prédateurs, réalisa-t-elle, chantaient avec tendresse à leurs compagnons. Le monde naturel ne connaissait pas la honte, seulement la connexion. Elle pensa au regard stable de Joseph, à sa distance prudente, à ses promesses qui ne demandaient rien en retour. Elle pensa à la différence entre être protégée et être possédée. Pour la première fois, elle commença à comprendre que lorsqu'il lui avait murmuré « Je mourrai plutôt que de te faire du mal », il ne parlait pas seulement de douleur physique. Il voulait dire qu'il ne l'enfermerait plus jamais dans une cage. Alors que les étoiles tournaient au-dessus de sa tête et que le feu s'éteignait pour ne laisser que des braises incandescentes, Sarah Whitman, Wayakawin, ressentit les premiers frémissements de ce que la liberté pouvait vraiment signifier. Pas seulement s'échapper de la maison de son père ou des poings de Thomas, mais se libérer des chaînes qui entravaient son esprit et son cœur. Demain, elle s'enfuirait à nouveau, fuyant les soldats qui cherchaient à la ramener à son ancienne vie. Mais ce soir-là, elle avait fait les premiers pas d'un nouveau voyage vers la guérison, vers la confiance, vers la possibilité que la joie puisse exister là où elle n'avait connu que la peur. Le hibou hulula à nouveau, et cette fois, cela ressemblait à une bénédiction. La tempête frappa sans prévenir, comme c'était souvent le cas dans la prairie. Un instant, le ciel était clair. L'instant d'après, des nuages noirs s'amoncelèrent comme une avalanche, apportant des trombes d'eau et des vents violents. Le groupe traversait un étroit canyon lorsque le déluge s'abattit, transformant le lit asséché du ruisseau en un torrent déchaîné. « Terrain trop élevé », ordonna le chef Stonehand, mais le chaos du vent et de l'eau engloutit ses paroles. Sarah s'agrippa à son cheval qui luttait contre la montée des eaux. À travers la pluie battante, elle pouvait voir des familles dispersées, des enfants qui pleuraient, tout le monde se battant pour atteindre les parois du canyon. Puis elle l'entendit, un grondement qui n'était pas le tonnerre, une crue soudaine. La voix de Joseph transperça la tempête. Il était soudainement à côté d'elle, essayant d'attraper la bride de son cheval. « Le canyon va se remplir. Nous devons y aller. » Ces mots furent interrompus par des cris derrière eux. À travers la pluie, Sarah pouvait les voir. Des soldats à cheval apparaissaient comme des spectres à l'entrée du canyon. Ils avaient finalement retrouvé la bande. Ils avaient choisi la tempête pour couvrir leur embuscade. Là, la femme blanche.
Elle reconnut la voix de Thomas Brennan, qui portait au-dessus de la tempête. Tout se passa en même temps. Le niveau de l'eau montait rapidement. Des coupes de feu retentirent dans l'air. Le cheval de Joseph hennit et s'effondra, le projetant dans les eaux tumultueuses. Sans réfléchir, Sarah glissa de sa propre monture et plongea à sa suite. Le courant était violent, la projetant contre les rochers, remplissant sa bouche d'eau boueuse. Mais elle avait appris à nager dans le ruisseau près de la maison de son enfance, l'une des rares libertés qu'elle s'était accordée. Elle lutta contre le courant, cherchant désespérément jusqu'à ce qu'elle le voie se débattre pour rester à flot, son bras gauche pendu, inutile. « Joseph! » Elle réussit à attraper son bras valide, utilisant le courant pour les pousser vers un groupe de rochers. Ils se hissèrent dessus, haletant, tandis que le chaos régnait autour d'eux. Les soldats avaient mis pied à terre, se mettant à couvert derrière les rochers, échangeant des tirs avec les guerriers de Lakota qui avaient réussi à trouver un terrain surélevé. Mais la tempête était l'ennemi le plus redoutable. Sarah regarda avec horreur un mur d'eau s'abattre sur le canyon, emportant les chevaux, les provisions, tout ce qui se trouvait sur son passage. « Ton bras », dit-elle en voyant le sang imprégner la chemise de Joseph. « Une balle l'a effleuré. J'ai connu pire. » Il scrutait les parois du canyon. Là, un sentier de serre. Tu peux grimper? Sarah acquiesça, même si le chemin qu'il indiquait semblait incroyablement raide. Ils commencèrent à grimper, s'aidant mutuellement à franchir les rochers glissants en contrebas. La bataille se poursuivait par intermittence, mais l'inondation obligeait les deux camps à privilégier leur survie plutôt que le conflit. Ils avaient grimpé d'environ 15 mètres lorsque Thomas Brennan apparut au-dessus d'eux, ayant trouvé un autre chemin. Son visage était déformé par la rage et quelque chose d'autre. Une fureur possessive qui glaça le sang de Sarah. « Je t'ai eu, ma fille !» grogna-t-il en levant son fusil. Joseph s'est déplacé pour protéger Sarah, mais son bras blessé le ralentissait. Le canon du fusil s'est tourné vers eux. Sarah n'a pas réfléchi. Sa main a trouvé une pierre et elle l'a lancée avec toute la précision que Joseph lui avait enseignée pendant la chasse. Elle a frappé Thomas en plein dans la tempe. Il a titubé, son tir est devenu imprécis, puis son pied a glissé sur la pierre mouillée. Pendant un instant, il a vacillé au bord, les bras battant l'air. Puis il tomba en arrière, en hurlant, disparaissant dans les eaux tumultueuses en contrebas. Sarah fixa l'endroit où il avait disparu, choquée par ses propres actions. La main valide de Joseph se posa sur son épaule. « Tu nous as sauvés, » dit-il simplement. « Viens, nous devons continuer à grimper. » Ils atteignirent une grotte peu profonde à la mi-hauteur de la paroi du canyon, juste au moment où l'épuisement les submergeait. Dehors, la tempête faisait rage, mais la grotte était sèche, protégée. Joseph s'effondra contre la paroi, le visage gris de douleur et de perte de sang. « Laisse-moi voir, » exigea Sarah, déchirant des lambeaux de sa robe pour panser sa blessure. La balle avait déchiré le muscle de son bras, mais n'avait touché ni os ni vaisseau important. Elle s'affairait d'une main sûre, utilisant les compétences que Morningstar lui avait enseignées. « Tu trembles, » observa Joseph tandis qu'elle nouait le bandage. « Je l'ai tué, » murmura Sarah. « Thomas, j'ai tué un homme, tu nous as protégés. Il n'y a aucune honte à cela. Je pensais que je me sentirais coupable, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que cela fait de moi une personne mauvaise? » Joseph attrapa sa main avec sa main valide. « Cela te rend vivante. Il nous aurait tués tous les deux, puis t'aurait ramené à une vie de souffrance. Tu as choisi la vie plutôt que la mort, la liberté plutôt que la captivité. Le grand esprit ne punit pas ceux qui se défendent. » Dehors, la tempête commençait à se calmer, mais il pouvait encore entendre des coups de feu occasionnels, des cris, le rugissement des eaux. Ils étaient coupés des autres, piégés jusqu'à ce que les eaux se retirent. « Ton peuple, » dit Sarah, « nous devons les aider. Nous ne pouvons rien faire tant que l'inondation n'est pas passée. Ils sont forts, intelligents. La plupart auront trouvé refuge, mais l'inquiétude plissait son front. Ils se blottirent l'un contre l'autre à la tombée de la nuit, partageant leur chaleur corporelle pour lutter contre le froid qui suivait la tempête. Sarah n'avait jamais été aussi proche d'un homme sans avoir peur. Mais la présence de Joseph ne lui apportait que du réconfort. Elle pouvait sentir sa respiration légèrement laborieuse à cause de la douleur et de l'effort. « Je suis désolée, » dit-elle dans l'obscurité. « Pourquoi? Pour avoir causé ces ennuis, s'ils ne m'avaient pas poursuivi. Arrête! »
Sa voix était ferme malgré son épuisement. Tu ne les as pas rendus cruels. Tu ne les as pas poussés à te poursuivre. Tu as seulement choisi de vivre libre. Les conséquences leur appartiennent, pas à toi. Ils se turent, écoutant les derniers soubresauts de la tempête. Puis Joseph reprit la parole, d'une voix pensive. Quand j'ai sorti Winterdove d'RTP après l'attaque des soldats, elle était déjà partie. Je l'ai tenue dans mes bras tandis que son esprit s'en allait, impuissant à la sauver. Son bras valide se resserra légèrement autour de Sarah. Aujourd'hui, tu m'as sorti de l'eau, tu t'es battu pour ma vie. Cela aide à guérir quelque chose que je pensais ne jamais pouvoir réparer. Sarah se tourna vers lui dans la pénombre. Tu m'as sauvé d'innombrables fois et maintenant nous nous sauvons mutuellement. C'est ça le partenariat. C'est ce que les Blancs ne comprennent pas. Une force partagée est une force doublée. Malgré tout, la tempête, la bataille, le destin incertain de leur peuple. Sarah sentait une profonde paix l'envahir. Elle s'était battue pour quelque chose de précieux et elle avait gagné. Non pas par l'endurance ou la soumission, mais par l'action et le choix. Joseph, dit-elle doucement, que se passera-t-il quand l'eau baissera? Il y aura d'autres soldats, d'autres Thomas Brennan. Alors nous les affronterons ensemble, dit-il après une pause, avant d'ajouter, à moins que tu ne souhaites partir. Tu pourrais aller à l'Est, où personne ne te connaît, recommencer à zéro. Cette suggestion frappa Sarah comme un coup de froid. Partir après tout ça, c'est ce que tu veux, que je parte? Non, le mot sortit rapidement, avec force puis plus doucement. Non, mais je ne voudrais pas t'emprisonner avec mon désir. Tu dois choisir librement. Sarah pensa à la vie qu'elle avait fuie, à la cage que représentait la maison de son père, à la prison que constituaient les attentes de Thomas. Puis elle pensa à la vie qu'elle avait trouvée. Le rire de Morningstar, la fierté dans les yeux du chef Stonehand lorsqu'il l'avait nommé Wakawin. La patience attentive avec laquelle Joseph lui avait appris à survivre. Mais surtout, elle pensa à cet instant, blotti dans une grotte avec un guerrier blessé qui, même maintenant, faisait passer sa liberté avant ses désirs. « Je choisis de rester », dit-elle fermement. « C'est ma famille maintenant. Tu es mon... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Tu es à moi pour que je te protège, comme je suis à toi pour que tu me protèges. Si cela nous cause des ennuis, nous les affronterons ensemble. » Dans l'obscurité, elle sentit plutôt qu'elle ne vit le sourire de Joseph. Wayakawin, ma féroce femme aigle. Ils restèrent éveillés toute la nuit, montant la garde, soignant la blessure de Joseph, partageant des histoires pour repousser la peur pour leur peuple. Quand l'aube arriva enfin, peignant le canyon de nuances dorées et révélant les ravages causés par l'inondation, ils étaient prêts à affronter tout ce qui les attendait en bas. Les eaux s'étaient retirées, laissant derrière elles des débris et de la tristesse. Mais alors qu'ils descendaient prudemment, ils virent des signes d'espoir, des traces menant aux parois du canyon. La preuve que la plupart des membres de la tribu s'étaient échappés. Les soldats, semblait-il, s'étaient enfuis lorsque l'inondation était devenue la menace la plus grave. Ils trouvèrent les autres rassemblés sur le plateau au-dessus du canyon, comptant les pertes, soignant les blessés. Morningstar courut vers eux, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Nous vous croyions perdus. » Lorsque le cheval de Joseph s'est effondré, « Votre nouvelle sœur est en partie poisson, » dit Joseph avec un faible sourire. « Et en partie guerrière. Elle m'a sauvé la vie 2 fois en une journée. » Alors que l'histoire se répandait dans le camp, comment Sarah avait tiré Joseph des flots, comment elle avait terrassé l'homme blanc qui les aurait tués tous les deux. Le regard des gens sur elle changea. Elle n'était plus la femme blanche sauvée qui apprenait leurs coutumes. Elle était désormais une gagnante, qui avait prouvé sa place parmi eux avec courage et sang. Cette nuit-là, alors que le groupe campait dans un endroit plus sûr et pleurait ses pertes, Sarah s'assit auprès de Joseph pendant que le sorcier soignait sa blessure. Elle lui tint la main pendant qu'il nettoyait et recousait la plaie, lui offrant la même présence rassurante qu'il lui avait toujours donnée. « Pas de cage, murmura-t-elle quand la douleur le fit grimacer. Ni pour toi, ni pour moi. Juste des liens choisis librement. » Il lui serra la main en guise de réponse, et dans ce simple geste se trouvait la promesse de tous les lendemains qu'ils affronteraient ensemble. Dangereux, incertains, mais qu'ils pourraient façonner selon leur propre choix. La tempête était passée, laissant derrière elle la destruction, mais aussi la clarté.
Ils avaient été mis à l'épreuve par l'eau et le sang, par la nature et la cruauté des hommes. Ils n'en étaient pas sortis indemnes, mais ils étaient restés unis. Plus important encore, ils en étaient sortis ensemble. La lune d'automne était pleine et brillante au-dessus de la vallée où le groupe avait établi son campement semi-permanent. 3 lunes s'étaient écoulées depuis l'inondation et la bataille dans le canyon. Le bras de Joseph avait guéri, ne laissant qu'une cicatrice pour marquer l'endroit où l'action rapide de Sarah les avait sauvés tous les deux. La menace des soldats s'était estompée à l'approche de l'hiver. Peu d'unités de cavalerie risqueraient le climat rigoureux des plaines pour poursuivre une seule femme blanche qui ne voulait manifestement pas être secourue. Sarah était assise à l'extérieur de la tente qu'elle partageait toujours avec Morningstar, travaillant sur une paire de mocassins d'hiver. Ses mains bougeaient avec assurance, les perles prenant forme sous ses doigts pour former des motifs qui racontaient des histoires. L'eau et la tempête, la fuite et le refuge, des liens choisis plutôt qu'imposés. « Tu es devenu très doué », observa Morningstar en s'installant à côté d'elle. « Ceux-là sont assez beaux pour un cadeau de mariage. » Les mains de Sarah s'immobilisèrent. « Je l'ai fait pour Joseph. Sa paire d'hiver est usée. » Bien sûr. Le ton de Morningstar était gentiment taquin, tout comme lorsqu'il avait eu besoin de nouvelles plumes pour ses flèches la semaine dernière et d'un nouvel étui à couteau la semaine précédente. Il toucha les joues de Sarah. Les amis s'entraident. Des amis. Morningstar Red. C'est comme ça que tu appelles ça quand il te regarde comme le lever du soleil? Quand tu oublies tes mots au milieu d'une phrase s'il passe à côté de toi. Sarah se concentra intensément sur son travail de perlage. Au fil des lunes, quelque chose avait effectivement changé entre elle et Joseph. La distance prudente qu'il avait toujours maintenue s'était progressivement dissoute, remplacée par d'innombrables petites intimités. Une main sur son coude pour la stabiliser, s'asseoir près d'elle pendant les histoires du soir. La façon dont ses yeux croisaient les siens à travers le camp, avec une signification qu'elle commençait seulement à déchiffrer. Ton frère dit, « Chez vous, le divorce est simple. » Morningstar continua plus sérieusement. Mais qu'en est-il du contraire? Comment une femme montre-t-elle à un homme qu'elle le choisit? Sarah leva les yeux. Elle trouva dans ceux de Morningstar une grande compréhension. Tu sais, je n'ai jamais eu peur. Je sais qu'on t'a appris qu'unir sa vie à celle d'un homme signifie souffrance et soumission, mais j'ai aussi vu comment tu regardes mon frère. Plus avec crainte, c'était vrai. Entre apprendre à traquer le sœur et lutter contre les inondations, entre les silences partagés et la protection constante, la peur s'était transformée en quelque chose de complètement différent. Quand Joseph souriait vraiment, et pas seulement en adoucissant légèrement son expression habituellement sérieuse. Sarah sentait une chaleur envahir sa poitrine. Quand il guidait ses mains pour lui enseigner une nouvelle compétence, elle se surprenait à souhaiter que la leçon dure plus longtemps. Chez notre peuple, dit doucement Morningstar, une femme peut montrer son intérêt en préparant des plats spéciaux pour un homme, en décorant ses affaires, en recherchant sa compagnie pour se promener. Elle marqua une pause significative en lui confectionnant des mocassins d'hiver avec des motifs qui évoquent le partenariat. Sarah examina inconsciemment le travail de perles sous ses mains. Elle avait créé des motifs entrelacés, des chemins qui se rejoignaient, se séparaient, mais revenaient toujours à l'unité. Ce soir-là, alors que le camp s'installait dans ses routines nocturnes, Sarah se surprit à marcher vers le bosquet où Joseph allait souvent réfléchir. Il se tenait dos à elle, regardant les étoiles apparaître, mais se retourna à son approche. « C'est une faible victoire. Tu devrais être près du feu. La nuit devient froide. Je n'ai pas froid, dit-elle, même si l'automne était mordant. Je voulais le faire. C'est-à-dire, j'ai fini ça. » Elle tendit les mocassins, le clair de lune capturant le travail minutieux des perles. Joseph les prit lentement, examinant les motifs avec une compréhension croissante. « Ils sont très beaux, dit-il prudemment. Le motif évoque le choix, l'interrompit Sarah, son courage soudainement féroce. Des chemins qui se rejoignent par la volonté et non par la force, d'un partenariat né du respect et non de la possession. Joseph posa les mocassins avec beaucoup de soin, puis s'approcha. Même maintenant, il s'arrêta juste hors de portée, la laissant établir la distance. « Sarah, dit-il, utilisant son nom blanc comme il le faisait dans les moments de profonde émotion. Tu connais mon cœur, tu le connais depuis des lunes maintenant, mais j'ai fait la promesse de ne jamais te faire de mal, de mourir plutôt que de te causer de la peine.
Sarah s'avança, réduisant la distance entre eux. Tu as tenu ces promesses. Mais Joseph, je ne suis plus cette femme terrifiée que tu as trouvée dans la prairie. J'ai appris à combattre les inondations et les soldats. J'ai pris une vie pour sauver la tienne. J'ai trouvé ma force, un autre pas. Maintenant, je veux apprendre ce qui se cache au-delà de la peur. Sois certaine, dit-il d'une voix plus rauque que d'habitude. J'ai attendu. Je peux attendre encore. Je ne veux pas attendre. Les mots sortirent précipitamment. Quand tu as été blessé, quand j'ai cru que je t'allais te perdre, j'ai compris que j'avais laissé mon passé voler mon avenir. Thomas est mort. Mon père me croit morte, mais je suis vivante, Joseph. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment vivante et je choisis. Elle ne termina pas sa phrase, car Joseph comble la distance qui les séparait, sa main venant se poser sur son visage avec une infinie douceur. Que choisis-tu, la victoire des faibles? Toi, murmura-t-elle, je te choisis, non pas parce que j'ai encore besoin de protection, mais parce que je veux un partenariat, non pas parce que tu m'as sauvé, mais parce que tu m'as permis de me sauver moi-même. Son pouce effleura sa pommette et Sarah se pencha vers ce contact qui l'aurait terrifié quelques mois auparavant. Chez mon peuple, dit doucement Joseph, un homme doit courtiser correctement, apporter des cadeaux à la famille de la femme, prouver sa valeur. Tu me courtises depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Sarah répondit, à chaque leçon, à chaque moment de patience, chaque fois que tu m'as vu comme une personne et non comme un bien. Je n'ai pas besoin de chevaux ou de couverture pour connaître ta valeur. Tes manières sont encore nouvelles, ta guérison encore récente. Je ne voudrais pas te précipiter. Sarah le fit taire en tendant la main pour toucher son visage en retour, imitant son geste tendre. Alors ne te précipite pas, mais ne te retiens pas non plus. Montre-moi ce que signifie être désiré sans être consumé. Apprends-moi cela comme tu m'as tout appris. Au clair de lune, elle vit son contrôle finalement s'effriter. Non pas en une soif ou une exigence, mais en quelque chose de bien plus puissant. De la tendresse mêlée de désir. De la protection alliée à la passion. Il baissa son front pour le poser contre le sien. « Je t'aime depuis que tu as jeté cette épée sur Thomas Brennan, admit-il, féroce femme aigle qui se bat pour ce qu'elle revendique. Et je t'aime depuis que tu m'as bandé les pieds près du ruisseau, une guerrière douce qui donne sans rien prendre en retour. » La voix de Sarah n'était qu'un souffle, mais je ne savais pas que l'amour pouvait exister sans peur jusqu'à ce que tu me le montres. Ils restèrent ainsi un long moment, partageant leur souffle, leur cœur battant à l'unisson. Puis Joseph s'écarta légèrement, le regard sérieux. « Si nous faisons cela, si nous unissons nos chemins, ce doit être au grand jour avec honneur. Tu mérites un mariage en bonne et due forme, des témoins de notre choix. » Sarah sourit. Morningstar fait allusion aux préparatifs du mariage depuis des semaines. Ma sœur voit beaucoup de choses. Un rare sourire effleura ses lèvres. Me laisseras-tu te courtiser comme il se doit, au moins pendant quelques jours? Y aura-t-il d'autres promenades nocturnes? D'autres excuses pour s'asseoir près de moi pendant que je te raconte des histoires? Beaucoup, promit-il. Et je porterai tes mocassins pour que tous puissent voir que tu me revendiques. Bien, dit Sarah fermement, car je me trouve assez possessive envers ce que je choisis librement. Il rit alors d'un rire qu'elle avait rarement entendu, riche et plein de joie. Moi aussi, mais possessif comme l'aigle avec le ciel, ne cherchant pas à enfermer, mais à planer ensemble. Ils retournèrent au camp main dans la main. Un simple contact qui en disait long. Les guerriers approuvèrent d'un signe de tête. Les femmes sourirent d'un air entendu. Morningstar applaudit même de joie. Cette nuit-là, Sarah s'allongea dans ses couvertures en peau de bison, sans aspirer à quelque chose d'inaccessible, mais en anticipant quelque chose qui approchait. Dehors, elle pouvait entendre la voix de Joseph parmi les hommes, probablement en train de subir des taquineries bon enfant au sujet des mocassins qu'il portait. Elle pensa à la jeune fille qu'elle avait été, terrifiée à l'idée même du contact d'un homme. Convaincue que l'intimité était synonyme de douleur, que l'amour n'était qu'un autre mot pour désigner la possession. Cette jeune fille vivait toujours en elle. Elle ferait toujours partie de son histoire. Mais elle ne dictait plus les choix de Sarah. Demain, Joseph apporterait probablement un cheval à son père. Le chef Stonehand avait pris ce rôle, n'ayant pas besoin de chevaux, mais comprenant l'importance de la cérémonie. Il y aurait un festin, des célébrations,
l'union de deux chemins qui s'étaient déjà tellement entremêlés qu'il était difficile de voir où l'un finissait et où l'autre commençait. Mais ce soir-là, Sarah garda simplement cette connaissance dans son cœur. Elle avait choisi l'amour plutôt que la peur, la confiance plutôt que la terreur. Et quelque part dans le camp, un guerrier Lakota portait des mocassins qui déclaraient à tous ceux qui pouvaient lire les signes: cette femme revendique cet homme chérit cette femme. Ces deux-là se sont choisis librement. La pleine lune bénissait la vallée de sa lumière argentée, et Sarah Whitman, Wayaka Wynn, comprit enfin ce que sa mère n'avait jamais su, que l'amour sans choix n'était qu'une autre cage, mais l'amour librement donné et reçu était la plus grande liberté qui soit. L'aube se leva, dorée, sur la prairie, peignant les prairies de nuances ambrées et roses. Sarah se tenait à l'orée du camp, enveloppée dans la couverture de mariage que la grand-mère de Joseph avait tissée des décennies auparavant. La cérémonie avait été simple mais profonde. Le chef Stonehand avait prononcé les paroles d'engagement alors qu'il se tenait devant le feu sacré. Toute la tribu avait été témoin de leur choix de marcher ensemble. Maintenant, alors que le camp s'animait en ce premier matin de leur vie conjugale, Sarah regardait le lever du soleil avec un regard neuf. Joseph sortit de leur tipi, leur propre demeure, offerte par la communauté comme cadeau de mariage. Il se plaça derrière elle, l'enlaça et l'enveloppa de chaleur et de sécurité. « Aucun regret ?» demanda-t-il doucement, son souffle chaud contre son oreille. Sarah se blottit contre lui, émerveillée par la naturalité de ce moment, regrettant seulement qu'il ait fallu si longtemps pour en arriver là. La nuit avait été une révélation, fidèle à toutes ses promesses. Joseph avait été d'une patience infinie, d'une douceur infinie, là où elle s'attendait à souffrir. Elle avait trouvé de la tendresse là où elle craignait de l'exigence. Elle découvrit le don. Il avait lu son corps comme il lisait les traces, attentif à chaque réaction, s'assurant de son confort avant de rechercher sa propre satisfaction. Pour la première fois, Sarah comprit ce que sa mère n'avait jamais su, que l'intimité pouvait être une conversation et non une conquête. Les éclaireurs signalent que les bisons se déplacent vers le sud. Joseph dit: « La bande va suivre. Cela signifie quitter cette vallée. Alors nous partons. » Sarah répondit simplement: « La maison n'est plus un lieu, c'est là où nous sommes ensemble. » Il la tourna dans ses bras, étudiant son visage à la lumière du matin. « Tu as tellement changé depuis que je t'ai trouvé effrayée. »« Non, » corrigea Sarah. « Je suis devenue celle que j'ai toujours été sous la peur. Tu ne m'as pas changé, Joseph. Tu m'as donné l'espace pour me changer moi-même. » Ils furent interrompus par l'appel joyeux de Morningstar. « Arrêtez de regarder le lever du soleil et venez manger. » La vie conjugale ne vous dispense pas du travail quotidien. En riant, ils rejoignirent les autres pour le repas du matin. Sarah accomplissait les tâches familières avec un nouveau sentiment d'appartenance. Elle n'était plus une invitée, ni même une famille adoptive. Elle était l'épouse d'un guerrier respecté, avec sa propre place dans le réseau complexe de relations qui liait le groupe. Alors que le camp se préparait à partir, Sarah travailla aux côtés des autres femmes, démontant les tentes avec une efficacité acquise par l'expérience. Elle surprit certaines des femmes plus âgées en train de l'observer avec approbation. Cette femme blanche qui avait appris leurs coutumes, qui avait fait ses preuves lors des inondations et des combats, qui avait redonné le sourire à leur Joseph après son long deuil. « Tu es vraiment l'une des nôtres maintenant, » dit Blue Shell Woman pendant qu'elle se travaillait. « Non pas par le sang, mais par choix. Les liens les plus forts sont ceux que nous choisissons. » La vérité de ces mots résonna profondément en elle. Sarah pensa à son père, son parent de sang qui avait tenté de la vendre comme du bétail. Puis elle regarda ses femmes, Lakota de naissance, qui l'avaient formée, protégée, célébré ses victoires. Elle comprit que la famille était plus qu'une ascendance commune. C'étaient des valeurs partagées, un respect mutuel, une loyauté choisie. À midi, la tribu se mit en route, suivant les anciens chemins que leur peuple avait empruntés pendant des générations. Sarah chevauchait aux côtés de Joseph, désormais à l'aise sur son propre poney, un cadeau de mariage offert par le groupe. Alors qu'ils franchissaient la crête d'une colline, la vue qui s'offrait à eux lui coupa le souffle. Une prairie infinie ondulait comme un océan doré parsemé de fleurs sauvages, sous un ciel si vaste qu'il semblait contenir l'éternité. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « C'est ce qu'il nous prendrait, dit Joseph, la voix teintée de tristesse.
Les Blancs poussant toujours plus vers l'ouest, revendiquant des terres qui ne peuvent être possédées, clôturant ce qui devrait être libre. Sarah entendit l'inquiétude tacite. Leur vie idyllique, cette liberté qu'elle avait trouvée, existait dans une bulle qui rétrécissait. Chaque année apportait son lot de nouveaux colons, de nouveaux soldats, de nouvelles pressions sur les modes de vie traditionnels. Quoi qu'il arrive, dit-elle fermement, nous y ferons face ensemble. Il tendit la main pour prendre la sienne. Ensemble, oui. Ils installèrent leur campement ce soir-là près d'un ruisseau limpide, le genre d'endroit que Joseph lui avait appris à reconnaître. De l'eau, un abri, une bonne visibilité pour se défendre. Alors que Sarah aidait à monter leur tipi, elle s'émerveillait de voir à quel point tout cela lui semblait naturel désormais. Ses mains connaissaient le travail. Son corps s'était renforcé. Son esprit s'était ouvert à de nouvelles langues, de nouvelles compétences, de nouvelles façons de voir les choses. Après le repas du soir, alors que les étoiles commençaient à percer le ciel qui s'assombrissait, un ancien nommé Singing Crow demanda à chacun de raconter une histoire. Les uns après les autres, les gens partagèrent des récits de chasse et de héros, de sagesse acquise et de leçons apprises. Puis Singing Crow se tourna vers Sarah. « Wakawin, dit-il solennellement, tu as maintenant une histoire. Veux-tu la partager? » Sarah sentit tous les regards se tourner vers elle. Autrefois, une telle attention l'aurait fait se recroqueviller, essayer de disparaître. Mais à présent, elle se tenait plus droite, trouvant sa voix. « Je vais vous parler d'une femme qui vivait dans une cage, commença-t-elle, à qui on avait appris que les murs étaient un synonyme de sécurité et les chaînes d'amour. Cette femme crut à ces mensonges jusqu'à ce que la cage devienne trop petite, les chaînes trop lourdes, alors elle s'enfuit. Elle raconta tout, la peur, la fuite, le guerrier qui lui avait montré que la force pouvait être douce. Elle a parlé de son apprentissage de la traque et de la chasse, du grattage des peaux et de la confection de mocassins, de sa confrontation avec les revendications de son père et de son choix de suivre sa propre voie, des inondations et des combats, du fait de sauver et d'être sauvé. Cette femme a appris que la liberté n'est pas seulement l'absence de chaînes. Sarah a conclu. C'est la présence du choix. Chaque jour, elle choisit de rester, d'apprendre, d'aimer, de se battre pour la vie qu'elle s'est construite. Et chaque jour, ce choix la rend plus forte. Un silence accueillit la fin de son récit, puis des hochements de tête approbateurs, des murmures d'accord. Elle avait bien raconté à la manière de leur tradition orale, rendant l'histoire personnelle universelle. Plus tard, dans l'intimité de leur tipi, Joseph la serra contre lui. « Tu as magnifiquement raconté notre histoire, dit-il. »« Notre histoire n'est pas terminée, répondit Sarah. Elle ne fait que commencer. Alors nous l'écrirons ensemble, jour après jour. » Ils firent l'amour lentement, apprenant encore les rythmes de l'autre, s'émerveillant encore de la confiance qui leur permettait une telle vulnérabilité. Sarah, qui avait autrefois cru que le lot d'une femme était d'endurer, découvrit qu'elle pouvait demander ce qu'elle voulait, qu'elle pouvait guider et être guidée, qu'elle pouvait trouver autant de joie à donner du plaisir qu'à en recevoir. Après, ils restèrent enlacés, écoutant les bruits nocturnes du camp, les chiens qui s'installaient, les bébés qui s'agitaient, les voix douces de ceux qui montaient de la garde. Des sons rassurants, des sons familiers. « Avant, je rêvais de m'échapper, » murmura Sarah contre sa poitrine. « Maintenant, je rêve de rester, d'avoir des enfants qui courront librement dans cette prairie, de vieillir à tes côtés, de devenir une de ces femmes sages qui enseignent aux jeunes l'art du perlage. Ce sont de beaux rêves, dit Joseph. Il valant la peine de se battre quand les temps difficiles arriveront. Vont-ils arriver, les temps difficiles? Oui, répondit-il honnêtement. Le monde blanc se rapproche chaque année, mais nous avons déjà survécu à des moments difficiles. Nous y survivrons à nouveau. Sarah repensa au chemin qui l'avait mené ici. De femme terrifiée et fuyant un mariage arrangé à épouse comblée dans les bras de son mari, chaque étape avait nécessité du courage. De cette première fuite désespérée au choix quotidien d'essayer, d'apprendre, de faire confiance. Puis nous les avons affrontés comme nous avons tout affronté, dit-elle. Pas de cage pour nous deux, juste des liens choisis. Joseph la serra plus fort dans ses bras. Je mourrai avant de laisser quiconque t'enfermer à nouveau, et je me battrai à tes côtés pour que nous restions libres tous les deux. Sarah promit en retour. Dehors, le vent de la prairie chantait son éternelle mélodie.
Les étoiles tournaient au-dessus de leur tête. Les mêmes étoiles qui avaient été témoins de sa fuite désespérée veillaient désormais sur la maison qu'elle avait choisie. Demain apporterait ses propres défis. Le mouvement constant de la vie nomade. Le travail sans fin pour survivre. Les menaces imminentes d'une nation en expansion qui ne comprenait ni ne respectait le mode de vie indigène. Mais ce soir-là, Sarah Whitman, Wayaka Wynn, femme aux plumes, épouse de Joseph Running Elk, se reposait dans la certitude d'un amour librement donné et reçu. Elle avait appris à traquer et à chasser, à travailler les peaux et à parler Lakota. Plus important encore, elle avait appris à faire confiance, à choisir, à voler librement. La jeune fille qui avait fui Redemption Creek reconnaîtrait à peine la femme qu'elle était devenue. Cette jeune fille ne connaissait que la peur, avait accepté que le mariage signifiait la propriété, que la voix d'une femme devait rester silencieuse, ses désirs inexprimés. Cette femme exprimait son opinion lors des conseils, montait son poney avec habileté sur des terrains difficiles, savait traquer un cerf ou défendre un être cher avec une compétence tout aussi féroce. Cette femme savait que la véritable force ne résidait pas dans la domination, mais dans le partenariat. Que l'amour n'était pas une cage, mais des ailes. Alors que le sommeil la gagnait, Sarah sourit. Demain, Joseph et elle chevaucheraient ensemble vers l'horizon, suivant les bisons, ne fuyant rien, poursuivant seulement la promesse d'un autre jour, vécu librement. Quel que soit l'avenir, soldat ou colon, difficulté ou abondance, ils l'affronteraient en égaux, en partenaires, en deux personnes qui s'étaient choisies et continuaient à faire ce choix à chaque lever de soleil. Le vent de la prairie soufflait à travers les parois du tipi, transportant des rêves de bison et de liberté, d'enfants à naître qui connaîtraient les deux mondes, d'amour transcendant les frontières que d'autres tentaient d'imposer. Et quelque part dans ce vent, Sarah aurait pu jurer avoir entendu le cri d'un aigle, sauvage et libre, planant sur des courants qu'aucune cage ne pourrait jamais contenir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais savoir d'où vous l'écoutez. N'hésitez pas à partager vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne From Wild West et de nous faire part de vos impressions sur le voyage de Sarah et Joseph. Vos commentaires et vos réactions sont très importants pour nous.